Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints à ce webinaire sur le thème DHS2 pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée de l'utiliser à cet effet? Et on essaiera de vous apporter quelques solutions. Je suis Mireille Tchagang, je suis en charge du renforcement des capacités à BlueSquare et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations particulières vis-à-vis de ce webinaire ou bien vis-à-vis des webinaires que nous avons organisés jusqu'à présent. Alors, ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires appelés Digitaliser vos programmes, outils et conseils qui vise justement à aider les project managers, les M&E managers à choisir les meilleurs outils pour suivre et monitorer leurs programmes et aussi à capitaliser sur les données qu'ils utilisent. Cette série vous est présentée par BlueSquare et IT for Life. Alors, BlueSquare, c'est une entreprise spécialisée dans le soutien à la mise en œuvre et à l'utilisation des systèmes et technologies basés sur les données dans le secteur de la santé, mais dans d'autres secteurs, celui de l'éducation ou du sanitaire, et pour différents types d'organisations, ONG, organisations, agences de développement ou encore à travers des collaborations avec le secteur privé. Ce webinaire est donc en partenariat aussi avec IT for Life, qui est une entreprise sociale spécialisée en solutions digitales pour les ONG et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Vous pouvez retrouver la série de webinaires sur le compte YouTube de BlueSquare. Donc, jusqu'à présent, on en a organisé une série, dont un sur le suivi et le monitoring des programmes avec DHS2, un autre sur de la collecte à l'analyse de données à travers le cas pratique de Comcare. Un autre était sur DHS2 Tracker pour le suivi des bénéficiaires. Et le dernier en date, avant celui-ci, était sur l'exploitation des données, l'exploitation de la puissance des données grâce au tableau de bord. Donc, n'hésitez pas à retrouver ces webinaires sur notre compte YouTube. Vos intervenants aujourd'hui sont Romain Oleknovitch, qui est CEO à BlueSquare et également responsable du segment logistique à BlueSquare. Et en tant que modératrice, nous aurons Julie Vanham, qui est expert DHS2. Donc, je vous laisse la parole et bon webinaire. Merci. Merci beaucoup Mireille, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais assurer ce webinaire. Je voulais juste signaler avant de commencer donc, cette fonctionnalité Q&A en français dans Zoom qui vous permet de poser les questions tout au long du webinaire. Julie qui suit ce chat essaiera de répondre le plus précisément en temps réel ou lira et choisira les questions pour les poser à la fin du webinaire lors de notre session de discussion. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions là, on les prendra et on y répondra dans les détails à la fin de la session. Alors, cette session aujourd'hui, elle a pour sujet l'utilisation de DHIS2 pour le suivi logistique ou le suivi de la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise idée? Dans quel contexte on peut utiliser DHIS2? Quels sont les procédés à mettre en place pour pouvoir utiliser correctement DHIS2 pour faire et suivre des processus logistiques. Quels sont les processus? Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas dans DHIS2 en termes de procédés? Quelles sont les éventuelles options techniques qui permettent de booster, on va dire, un peu le DHIS2 pour justement appuyer ces processus logistiques en plus des fonctionnalités qu'on a par défaut dans la plateforme? Et puis, comment est-ce que DHIS2 s'intègre avec d'autres outils de gestion logistique comme les ILMIS, par exemple OpenLMIS, MSupply ou d'autres OpenBox, d'autres types de logiciels qu'on appelle les ILMIS, les Electronical LMIS. On va répondre à toutes ces questions de la meilleure manière possible et surtout avec une approche pragmatique, c'est-à-dire à la fois en présentant, on va dire, la vision générale et puis en présentant aussi des cas très concrets et surtout le meilleur choix aujourd'hui parce qu'il y a certaines choses qui vont être développées dans les années à venir où on sent que c'est la direction que ça prend, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut répondre malgré ces manquements et ces choses qui vont être développées dans le futur mais qui ne sont pas
déjà disponibles aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut répondre déjà à certains besoins avec les outils qui sont à notre disposition. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir cette approche la plus pragmatique possible en répondant à vos questions pratico-pratiques. Alors, au cours de la présentation, on va avoir plusieurs fois cette petite icône qui apparaît. C'est une icône qui est pour toutes les informations qui sont dédiées aux techniciens parmi nous qui sont intéressés par les aspects un peu plus, on va dire, techniques de la configuration. Donc, si vous n'êtes pas un technicien, vous n'êtes pas obligé d'écouter ces parties-là et vous pouvez juste laisser votre imagination vagabonder pendant 30 secondes. Et puis, si vous êtes technicien, ça vous permettra d'avoir quelques astuces aussi un peu plus techniques. Alors, je vais commencer par le contexte général. Pourquoi est-ce que mettre en place un système de suivi logistique est quelque chose de compliqué? Il y a pas mal de raisons à ça. Et la première raison, c'est qu'on a tout un tas de processus logistiques selon le modèle qu'on choisit. Soit on choisit un modèle traditionnel dans lequel on fonctionne avec des commandes et avec des livraisons qui se basent sur ces commandes. Soit on choisit un modèle du type BMI dans lequel c'est plutôt le fournisseur qui gère l'inventaire des sites clients et qui va provisionner selon sa propre stratégie, ses sites clients. Donc, on a tout un tas de processus logistiques. Et donc, quand on veut un logiciel pour suivre ces processus logistiques, c'est assez compliqué de trouver forcément le bon logiciel pour suivre ça. En plus, les produits pharmaceutiques sont des produits assez compliqués à suivre d'un point de vue logistique, puisqu'on a souvent des centaines et des centaines de références, des exigences spécifiques en termes de conservation, etc. Autre chose, le suivi logistique requiert un certain niveau d'accès à Internet, notamment quand on veut suivre des transactions. Il faut qu'au moment où la transaction s'opère, c'est-à-dire au moment où le fournisseur arrive dans, par exemple, le centre de santé et livre un colis, on doit avoir Internet au moment où on va scanner cette transaction, ou en tout cas, ou alors il faut que ça puisse être fait offline et ensuite synchronisé. Mais donc, ça demande certaines contraintes, on va dire, d'accès à Internet qui ne sont pas forcément disponibles partout. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on n'a pas de logiciel open source de ILMIS qui s'est vraiment imposé comme DHIS2 s'est imposé dans beaucoup de pays pour les systèmes d'information de santé nationaux. Et donc, il y a une certaine hésitation, une certaine inconnue vis-à-vis de ces différents logiciels de suivi logistique qui existent. Et choisir la bonne option n'est pas forcément évident. Alors, DHIS2, au départ, c'est un outil de suivi national d'information sanitaire, donc HMIS en anglais ou SNIS en français. C'est aussi utilisé depuis de nombreuses années comme plateforme de gestion de données pour le suivi et évaluation de certains programmes. Mais c'est que récemment que certains pays ont commencé à l'utiliser pour de la gestion logistique. Et donc, un des gros exemples qui a poussé cette utilisation de DHIS2 dans certains pays, c'est le programme Global Health Supply Chain, financé par USAID, qui a poussé le développement de tableaux de bord sur la base de DHIS2 dans des pays comme le Mali et la RDC. Je vous mettrai juste les liens pour que vous puissiez aller regarder à quoi ressemblent en tout cas les pages d'accueil de ces tableaux de bord. Et puis récemment, depuis un an et demi, l'Université d'Oslo a commencé à communiquer assez activement sur le fait d'utiliser DHIS2 pour le suivi logistique. Donc, ils ont une équipe maintenant qui est dédiée et ils ont une page que vous pouvez aller consulter aussi, dont j'ai mis le lien ici, sur le suivi logistique dans DHIS2. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un dernier point de clarification. On parle souvent de logiciels transactionnels versus des logiciels de rapportage et je veux bien faire la différence ici pour qu'on puisse bien comprendre la suite des discussions. Ce qu'on appelle rapportage, c'est le fait de rapporter un inventaire, par exemple, dire à la fin d'un mois le nombre de boîtes de tel ou tel produit qu'on a dans notre inventaire. La fréquence peut être quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Mais ça ne va pas être une information en temps réel. C'est-à-dire que quand on a des colis qui arrivent dans notre centre de santé, par exemple, on ne va pas forcément le déclarer tout de suite sur un système d'information. On va attendre la fin du mois et puis à la fin du mois, on dira ben voilà, on a reçu tant de boîtes au cours du mois, on en a consommé tant, et puis à la fin du mois, sur nos étagères, il nous reste tant de boîtes. Donc, c'est un inventaire qui est fait à une fréquence donnée et c'est un inventaire déclaratif. C'est-à-dire qu'on doit faire confiance à la personne qui fait l'inventaire pour rapporter les bons chiffres.
Et on n'a souvent pas de désagrégation par lot, c'est-à-dire qu'on ne va pas savoir quels sont les identifiants individuels de tous les lots qu'on a entre nos mains. C'est un inventaire plutôt global en termes de volume, combien de boîtes de tel produit j'ai. En opposition, les modèles transactionnels, c'est des modèles dans lesquels on va avoir vraiment un suivi de la transaction. C'est-à-dire quand le fournisseur passe un paquet au client, cette transaction est validée. Souvent, elle est validée par les deux côtés. C'est-à-dire que le fournisseur valide à travers des bons de livraison ou des bons de commande avant, des bons de livraison, une facture. Et on a un accord commun du fait que la transaction s'est bien passée et a été validée par les deux parties. Et puis souvent, on a la possibilité justement de suivre toutes ces informations-là par lot, donc avec l'identification du lot individuellement, la date de péremption du lot, etc. Et puis, ces données sont mises à jour au moment où la transaction se passe. Donc, quand on a livraison dans un centre de santé, les données d'inventaire du centre de santé se mettent à jour au moment même où cette transaction est validée dans le système d'information. Donc, voilà un peu les deux on va dire, modèles qui existent dans tout ce qui est suivi logistique. Et on va voir que c'est important de situer jusqu'à quel niveau dans la chaîne d'approvisionnement, on a besoin d'avoir un suivi transactionnel et à partir de quel niveau un suivi de rapportage suffit. Pourquoi? Parce que souvent, le suivi de rapportage est plus simple à mettre en œuvre. Il peut être fait même avec de la collecte papier initialement et puis ensuite être digitalisé, alors qu'un rapportage transactionnel nécessite d'avoir souvent l'accès à Internet sur le site de gestion logistique. Et donc, c'est souvent utilisé plutôt au niveau central, régionaux, etc. Alors, je vais commencer par les quelques limites qu'on peut avoir dans DHIS2 pour gérer des besoins logistiques. Et ceux parmi vous qui connaissent DHIS2 vont comprendre, mais ceux qui ne connaissent un peu moins bien DHIS2, on va expliciter ces limites avec un cas concret par la suite. Donc, la première limite principale de DHIS2 pour le suivi logistique, c'est que ce n'est pas un outil transactionnel. C'est-à-dire que si vous utilisez la collecte de données, notamment agrégées, vous allez plutôt être dans une philosophie d'avoir des rapportages réguliers des formations sanitaires, par exemple, sur leur niveau de stock à la fin du mois. Ça, c'est typiquement un cas classique. On demande aux formations sanitaires de déclarer leur inventaire à la fin du mois. Mais donc, c'est impossible de suivre les lots individuels et puis on n'a pas les données en temps réel. Dans DHIS2, on a, et on va en reparler en fin de présentation, la possibilité de mettre en place des suivis transactionnels avec DHIS2 Tracker, mais c'est assez limité à un seul niveau de la chaîne logistique. Et puis, c'est assez compliqué à configurer. Ce n'est pas forcément bien adapté pour faire du suivi transactionnel. Oslo est en train de travailler là-dessus et je vous en dirai un mot en fin de présentation. Donc, l'alternative ici, si vous voulez un suivi transactionnel, c'est plutôt d'utiliser des outils dédiés pour ça, c'est-à-dire les outils ILMIS dont je vais présenter une liste, on va dire, en fin de présentation. La deuxième limite, c'est tout ce qui est catalogage des produits. Dans DHIS2, vous avez la possibilité de créer des data elements, etc. dans l'onglet maintenance, mais si vous avez beaucoup de produits, la gestion va devenir de plus en plus compliquée, notamment parce que vous allez vouloir suivre l'entrée, les sorties, les mois de stock disponibles, etc. Et que ça nécessite de créer plusieurs data elements par produit ou d'utiliser des catégories options combo pour des data elements, donc pour chaque produit, d'avoir différentes catégories options combo. Donc, c'est une configuration assez, on va dire, assez compliquée du DHIS2 pour pouvoir faire ce suivi par produit. Une des solutions qu'on va présenter pour booster un peu les capacités de DHIS2, c'est d'intégrer DHIS2 avec un outil, un catalogue de produits externes. Et on va vous présenter un cas très simple dans lequel on utilise un fichier Excel ou une Google Sheet pour gérer la liste des produits et voir comment DHIS2 peut être automatiquement configuré pour coller à cette liste de produits externes. Troisième limitation, les calculs. Donc, les calculs dans DHIS2 sont très limités, notamment si vous utilisez la partie aggregate. Donc, vous aurez beaucoup de mal à calculer, par exemple, une consommation mensuelle moyenne parce que la gestion des time series, à moins d'utiliser les prédicteurs, mais ils sont assez peu utilisés quand même dans DHIS2. C'est très difficile de comparer, d'aller chercher quelles étaient les consommations mensuelles de ces derniers mois, par exemple, dans DHIS2 avec les indicateurs. Et puis, vous allez devoir créer tout un tas d'indicateurs, c'est-à-dire pour chaque produit, vous allez devoir créer un ou plusieurs indicateurs. Donc, si vous avez des centaines de produits, ça veut dire des centaines d'indicateurs à gérer.
Donc, typiquement, l'Université d'Oslo ne recommande pas d'utiliser DHIS2, notamment la partie aggregate, pour tout ce qui est calcul des indicateurs logistiques. Une des solutions de contournement, c'est d'utiliser un moteur de calcul de type Excel, comme celui que je vais présenter, pour pouvoir faire des calculs par colonne, comme on les ferait dans un fichier Excel, de manière beaucoup plus simple que ce qui est possible de faire dans DHIS2 seul. Une autre alternative, c'est de ne faire aucun calcul dans DHIS2 et de plutôt faire l'ensemble des calculs dans un outil ILMIS qui serait interopérable avec DHIS2. On en reparlera. Et puis, la dernière limitation, c'est la visualisation. Donc, dans DHIS2, il y a des plutôt bonnes capacités de visualisation dans les tableaux de bord, mais il y a un petit souci, notamment si vous voulez faire de la visualisation directement dans le SNIS, c'est la pyramide qui est utilisée dans le SNIS n'est souvent pas exactement la même que votre pyramide d'approvisionnement. Et donc, typiquement, ça va être compliqué d'avoir des résultats agrégés selon les chaînes d'approvisionnement qui vous intéressent. Donc, un exemple que je vais donner en RDC, c'est les centrales de distribution régionale. Elles ne coïncident pas exactement avec les régions. Certaines approvisionnent plusieurs régions, etc. Donc, c'est compliqué de faire des agrégations dans DHIS2 en utilisant les fonctionnalités par défaut. Une des solutions, c'est d'utiliser des modules de dashboarding un peu avancés dans DHIS2 qu'on va vous présenter aussi rapidement. Et puis, une autre alternative, c'est de faire toutes ces visualisations-là plutôt dans l'outil ILMIS. Je vais en reparler plus tard. Alors, allons-y tout de suite sur le cas concret en RDC. Et j'espère que ça va éclairer ce que je viens de dire d'un point de vue plus concret. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis en place en RDC il y a maintenant 3-4 ans, donc, comme je le disais, avec le financement USAID et l'appui technique de Chemonix en partenariat avec le Programme national d'acheminement des médicaments. C'est un formulaire de saisie donc, dans le aggregate DHIS2, dans le SNIS directement, donc dans le système d'information national, dans lequel ils ont configuré 121 produits et ils ont configuré, alors ça c'est un peu la partie technique, ils ont utilisé 4 éléments de données par produit en fonction du type de données qu'ils devaient collecter. Typiquement pour les observations, ils ont choisi un data element text, mais la plupart des informations ont été collectées dans le data element 0 or positive integer, dans lequel ils ont configuré 11 category option combo pour les entrées, les consommations, les jours de rupture de stock, les pertes, etc. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans l'entrée de données. Les calculs des consommations mensuelles moyennes et des mois de stock disponibles sont faits directement dans l'entrée de données à travers une entrée de données custom dans JavaScript. Un des désavantages de ça, c'est que dès qu'on se met à faire des entrées custom dans DHIS2, tout ça ne fonctionne pas sur mobile et donc ça enlève la possibilité de collecter ces informations sur mobile en offline. Et puis, ils ont configuré ces entrées de données à 3 niveaux, donc sur l'ensemble de la chaîne logistique, au niveau formation sanitaire, au niveau district, au niveau zone de santé, et puis au niveau des entrepôts régionaux. Alors, au niveau des entrepôts régionaux, il y a en fait un système, ce qu'on appelle un ERP ou un Warehouse Management System, qui permet de faire la gestion de l'entrepôt, donc du stockage dans l'entrepôt. C'est un système APIsoft, APINegos, qui est mis en place sur des serveurs locaux. Donc, c'est typiquement le genre de logiciel avec lequel DHIS2 va éventuellement devoir se mettre en interaction. Et on va en reparler juste après. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous avez ici des onglets avec différents verticaux et puis vous avez une liste, par exemple, pour la malaria, 17 produits et puis vous avez tout un tas d'informations qui sont collectées et des calculs qui sont faits automatiquement par l'entrée de données, directement sur l'entrée de données par le script JavaScript. Alors, l'avantage de ça, c'est que ça apparaît directement sur votre entrée de données. Le désavantage de ça, c'est que si vous allez modifier, par exemple, des données, ici, on est sur le rapport de février, mais que vous allez ensuite remplir le rapport de janvier, et les informations ne vont pas se mettre à jour ici, même si vous avez modifié des données en janvier. Donc, typiquement, votre consommation mensuelle ne va pas bouger parce que pour la modifier ici, il faut relancer, on va dire, l'entrée de données de février. Donc, il y a quelques désavantages, mais de manière générale, si vous remplissez bien les entrées de données les uns successivement, les uns après les autres, ce type de calcul peut fonctionner assez bien. Donc là, je suis au niveau centre de santé, mais il y a aussi une collecte au niveau donc, zone de santé et au niveau, pas province, mais au niveau des centrales de distribution régionale. Alors, en termes de configuration, là, c'est juste une slide technique pour les geeks qui sont avec nous. Donc,
l'utilisation des catégories option combo est plutôt une bonne idée pour gérer justement les différentes entrées qu'on doit avoir sur un produit. Donc ici, vous avez un produit, vous avez le stock début du mois, les entrées du mois, les quantités consommées, etc. Le fait d'utiliser des catégories option combo, un seul data element et différentes catégories option combo est assez pratique, notamment si vous voulez utiliser les pivot tables, les tableaux croisés dans DHIS2, parce que vous allez pouvoir faire ce type de table dans lequel vous avez un produit et puis vous avez tous les catégories option combo qui en dépendent. Donc, vous pouvez assez rapidement voir voilà, les stocks, les entrées, etc. Sur ce type de tableau. Si vous utilisez des data elements différents pour toutes ces entrées-là, vous n'allez pas pouvoir faire ce genre de visuel dans les tableaux croisés dynamiques. Mais attention, l'agrégation n'a plus aucun sens, hein, puisque quand vous regardez le data element globalement, on va dire, ça va sommer toutes ces choses-là. Donc, sur une ligne, ça va sommer tout. Et donc, ça n'a pas beaucoup de sens de regarder voilà, le data element sans le désagréger par catégorie option combo, puisque vous allez avoir des additions qui sont, on additionne la quantité consommée avec le stock en début de mois. Enfin, ça ne fait pas grand sens. Deuxième chose, si vous utilisez des entrées de données à plusieurs niveaux dans DHIS2 de la chaîne d'approvisionnement, on recommande vraiment d'utiliser des data elements différents, c'est-à-dire d'avoir un data element pour ce produit au niveau formation sanitaire et un autre data element pour le même produit au niveau du district, par exemple, parce que sinon, vous ne pouvez pas analyser correctement ces données dans les tableaux croisés puisqu'ils vont s'agréger ensemble et donc vous ne pourrez pas faire la différence entre le stock début du mois au niveau district et le stock début du mois au niveau des formations sanitaires qui appartiennent à ce district. Voilà, je reviens sur des choses un peu moins techniques. Alors, comment est-ce une fois qu'on a fait l'entrée de données, comment est-ce qu'on peut traiter et visualiser les données? En RDC, en fait, il y a deux options qui sont mises en place. Il y a une option 1, donc, qui est celle qui a été mise en place aussi par le programme USAID avec le PNAM, qui s'appelle Infomed, donc qui est une plateforme web sur mesure, développée sur mesure et qui permet de à la fois tirer les données du DHIS2, les processer. Et ils ont même mis une couche de validation des données en place et ensuite de présenter ces différentes données dans des tableaux de bord et dans des rapports. Hein. Donc, je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble. Ici, je suis dedans. Voilà, donc on peut sélectionner sa période. Je vais sur janvier parce qu'en février, il n'y a pas encore beaucoup de données. On sélectionne sa période, on a un dashboard assez simple, mais on a tout un tas de reports qu'on peut extraire avec des visualisations qui sont plutôt bien faites. Donc, si je vais voir, par exemple, voilà, le rapport de statut de stock, je peux désagréger mes données par tel type de BCZ, tel type de région. Voilà, et je peux extraire aussi des données brutes. Donc, c'est assez… Encore, je suis en février, il n'y a pas grand-chose, mais si je vais en janvier, il y aura plus d'informations. C'est assez bien fait et ça fonctionne plutôt bien. C'est ce qu'ils ont mis en place donc, au niveau national en RDC. Néanmoins, c'est un outil custom. Donc, dès qu'on doit faire des modifications dans cet outil, ça demande une certaine technicité de développement. Et puis, il y a un deuxième aussi aspect, c'est que ça va chercher les données directement dans la base de données DHIS2, ce qui peut créer des problèmes sur une instance de production, notamment un SNIS. Donc, c'est très demandeur, on va dire, en termes de ressources. L'option 2, et c'est celle que nous, on a développée avec le Fonds mondial pour des partenaires comme Sanru et Corded qui assurent la gestion des produits TB, malaria et VIH en RDC. En fait, eux, ils avaient des besoins un peu spécifiques pour superviser leur chaîne logistique. Ils avaient besoin notamment de collecter des informations sur des produits additionnels, de croiser ces données logistiques avec des données programmatiques, d'avoir des tableaux de logistique à tous les niveaux, et puis que ces outils soient configurables par un administrateur DHIS2. Donc, ce qu'on a mis en place avec eux, c'est le fait d'avoir une plateforme DHIS2 annexe dans laquelle on transfère les données logistiques malaria, TB et VIH. Je passe là-dessus, mais si ça vous intéresse, on pourra vous montrer comment on a fait ça. Et puis, nous, ce qu'on a utilisé, c'est justement différents éléments de données aux différents niveaux, alors que dans le SNIS, ils utilisaient les mêmes éléments de données. Mais je passe aussi là-dessus sur ce détail. Et ce que je vais vous présenter là, c'est comment est-ce qu'on a géré la liste de produits de manière centralisée, comment est-ce qu'on a fait les calculs logistiques et comment est-ce qu'on a mis en place des tableaux de bord dynamiques pour le suivi de cette chaîne logistique. Alors d'abord, la liste des produits.
en cumulé, entre les produits malaria, TB, VIH, on a entre 100, enfin, autour de 150 produits. Et donc, quand on commence à avoir 4 data elements par produit avec des catégories option combo et qu'on doit créer des entrées de données, etc., c'est pratique de chercher à automatiser ce processus-là, notamment pour avoir quelque chose de cohérent partout dans le DHIS2. Donc, ce qu'on a fait, c'est en fait qu'on a créé une liste de produits mères, donc qui est dans un fichier Excel, dans une Google Sheet en ligne, et dans lequel on peut ajouter des produits additionnels. Donc, on ajoute simplement le code du produit, le code unique, l'ordre dans lequel on veut le voir apparaître dans les entrées de données, et puis on doit dire si c'est quelque chose qui vient du SNIS ou si c'est un produit additionnel qui est collecté par Corded, si c'est TB ou VIH, et on donne le nom, les unités et surtout le conditionnement, c'est-à-dire combien on a de comprimés, par exemple, dans chaque boîte, ce qui va permettre de faire des checks de cohérence entre les différents niveaux, puisque les différents niveaux n'utilisent pas forcément les mêmes unités. Et à partir de cette liste de produits, on met à jour tout un tas de choses dans DHIS2 automatiquement à travers un script dans Tasker. Tasker, c'est un outil qui permet de scripter dans DHIS2 qu'on a développé nous, mais qui est disponible sur l'App Store DHIS2. Donc, si vous voulez l'utiliser, c'est très facile. Et vous pouvez donc utiliser ce type de script, les formulaires de saisie, faire la configuration des calculs dans le moteur de calcul que je vais montrer juste après et automatiser aussi la configuration des tableaux de bord. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble d'ailleurs dans l'entrée de données. Donc, si je vais dans maintenant le DHIS2, là, je ne suis plus dans le DHIS2 du SNIS, mais je suis dans le DHIS2 de Corded. Et eux, ils ont aussi une entrée de données pour leurs produits qui inclut à la fois les produits qui viennent non, je prends au niveau zone de santé, par exemple, qui inclut à la fois les produits qui viennent du SNIS et les produits zone de santé. Voilà. C'est une qui remplit les deux, c'est parfait. Ils n'ont peut-être pas encore rempli. Bon. Donc, on a ici les produits en gris qui viennent du DHIS2 SNIS qui ont été importés, et puis Corded doit compléter certains produits additionnels, donc en plus des produits traceurs qui viennent du DHIS2 SNIS. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'on a les produits TB, les produits Covid, les produits VIH. Et en bas, on voit que ces entrées de données, ces formulaires d'entrée de données sont générés automatiquement à partir de la liste de produits, donc la Google Sheet que je viens de vous montrer. Donc, ça permet de faire tout le mapping, notamment des catégories option combo, etc., de manière automatisée, ce qui évite les erreurs de mapping qu'on peut voir assez fréquemment quand on a des grands formulaires de collecte DHIS2 avec beaucoup d'entrées de données sous ces formats tableurs. Donc, comme on ne le fait pas manuellement, c'est quelque chose dans lequel on a la possibilité de ajouter facilement des produits et puis s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur dans la configuration. Alors, ça, c'est pour l'entrée de données. Donc, l'entrée de données est générée automatiquement, donc avec ces données qui viennent du SNIS et puis des données additionnelles qui peuvent être encodées par Corded. Et puis, ensuite, on a le moteur de calcul. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les calculs, notamment dans la partie aggregate de DHIS2, sont assez limités. Et donc, nous, on a utilisé un moteur de calcul qu'on a développé depuis des années pour plein d'autres types de projets, notamment des projets de financement de la santé, mais qui en fait ressemble simplement à un fichier Excel sur DHIS2 dans lequel vous pouvez mapper les différents data elements donc, dans toute cette partie jaune. Donc, ça demande de faire le mapping. Je vais vous montrer ça en temps réel. Et puis ensuite, on a tout un tas de calculs par colonne, c'est-à-dire qu'on va définir typiquement la CMM, on va lui donner une formule par colonne et puis il va le calculer en utilisant toutes les données brutes qui sont sur les data elements correspondant à chaque produit. Donc, ça permet de faire assez facilement des calculs par colonne. Ça permet de faire des calculs entre niveaux. Donc, par exemple, on peut comparer ce qu'on voit au niveau zone de santé, enfin, au niveau district et au niveau formation sanitaire. Ça permet de faire facilement des séries temporelles. On peut aller chercher les données des 6 derniers mois, par exemple, assez facilement sur un data element et de générer tous les indicateurs logistiques de base dont on a besoin et de faire des checks de cohérence. Et puis, les résultats sont stockés dans DHIS2. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Donc, typiquement, là, je suis sur l'interface d'une zone de santé. Je vois tous les centres de santé qui sont dans cette zone de santé et je vais avoir ici toute la partie donc, mapping de données brutes. Donc, dans chacune de ces cases, on sait quel est le data element qui est utilisé. Donc, ça, c'est justement ce qui est fait aussi automatiquement par notre scripting dont je parlais tout à l'heure, qui fait aussi le mapping de toutes ces données brutes et qui limite les erreurs qu'on pourrait faire en faisant ce mapping manuellement. Et puis ensuite, on a toutes ces colonnes calculées. Donc les colonnes grises et les colonnes vertes. Par exemple, si je prends la CMM ici, on peut cliquer dessus et on voit donc le calcul qui est fait. On fait la division entre les 3 derniers mois de consommation et puis on divise par 3 et puis on gère les situations dans lesquelles on a des ruptures de stock. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les colonnes en vert sont les colonnes dans lesquelles on va renvoyer des données et stocker ces données sur des data elements. Et donc, on voit le data element ici dans lequel va être stockée cette information. Ça permet par la suite de pouvoir utiliser ces données de CMM, par exemple, dans des pivot tables de DHIS2. Donc, voilà l'aspect calcul. Et donc, c'est comme ça, nous, qu'on a réussi à trouver voilà, une solution, on va dire, de rechange pour gérer les calculs dans DHIS2. Et puis enfin, l'aspect tableau de bord. Donc, dans DHIS2, on peut faire des très bons tableaux de bord de base. Donc, c'est quelque chose qui est un peu moins nécessaire, on va dire, que la partie calcul qui est presque impossible à faire sans un outil additionnel. Donc, on peut très bien utiliser les tableaux de bord DHIS2. Nous, les deux besoins qu'on avait de la part de nos partenaires, c'était d'avoir la possibilité de naviguer justement de manière interactive les données et notamment avec des armes multiples, comme je disais tout à l'heure, avec la possibilité d'utiliser une navigation le long de la chaîne d'approvisionnement et non pas le long de la pyramide sanitaire qui était configurée dans le DHIS2. Et puis de pouvoir faire des analyses par produit assez facilement, c'est-à-dire d'avoir justement un produit avec toutes ces informations, même si ces informations viennent d'indicateurs ou de data elements, de pouvoir les configurer sur une même ligne et de pouvoir avoir ce type de tableau de bord dans lequel on a une ligne par produit. Je vous montre aussi rapidement à quoi ça ressemble. Hop. Voilà, là, je suis dans les tableaux de bord. Ce que vous voyez, c'est que justement, on a 3 manières de naviguer la pyramide. On va dire la manière standard, c'est-à-dire selon la pyramide sanitaire qui est configurée dans DHIS2, et puis 2 manières alternatives, soit par les ONG qui gèrent certaines zones de santé, donc on peut voir leur performance ici par ONG. Je vais aller vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc typiquement, là, on est dans un cas où on a des différentes ONG qui s'occupent de certains districts et on peut voir si les districts sous leur responsabilité ont des bonnes performances, par exemple, de disponibilité de données et de cohérence de données. Et puis, on a tout un tas de suivi des stocks aussi par ONG. Hein. Donc là, on a typiquement les différentes ONG. Vous avez ABEF, l'Armée du Salut, APEC, etc. Et on peut suivre leurs performances individuelles en naviguant sur ces différentes ONG. Donc ça, c'est la partie navigation par ONG. Et puis, il y a la partie navigation par centrale de distribution régionale. Donc là, on est vraiment sur la partie chaîne d'approvisionnement. Je recherche cette page. Et donc là, on va avoir la possibilité de naviguer les sites primaires. Donc, on a par exemple un site primaire d'arrivée des produits au niveau de l'ouest du pays et au niveau de l'est du pays. Et donc, dans ce site primaire, on a tout un tas de centrales de distribution régionales qui dépendent de ce site primaire. Et donc, on peut naviguer voilà, de cette manière-là la chaîne logistique. Et c'est une navigation qui n'est pas la navigation, on va dire, par défaut de la pyramide DHIS2. Je vous montre aussi un aspect qui est très important pour nos partenaires, c'est de pouvoir voir les stocks aux différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Donc ici, on peut voir pour chaque produit les stocks qui sont disponibles au niveau des centrales de distribution régionales, au niveau des zones de santé et au niveau des formations sanitaires. Et ça, c'est pour l'ensemble du pays, mais on peut aussi aller cliquer sur une centrale de distribution spécifique et on va voir pour cette centrale de distribution régionale quels sont les stocks qui sont disponibles au niveau de la centrale et puis quels sont les stocks qui sont dans les zones de santé et les formations sanitaires qui dépendent de cette centrale de distribution régionale.
Donc, voilà un peu le type de tableau de bord dont avaient besoin nos partenaires et qui ont été configurés avec un outil qui est facilement installable dans DHIS2 et qui permet de générer ce type de tableau de bord et qui permet d'être configuré aussi, c'est ce que j'ai oublié de dire, qui permet d'être configuré assez facilement directement dans DHIS2. Voilà. Alors, c'est moins critique, on va dire, que la partie calcul, hein, parce qu'on peut quand même bien voir, comment dire, bien analyser les données avec les tableaux de bord par défaut DHIS2, mais ça peut être utile si vous avez besoin de naviguer ou de voir certaines choses de manière spécifique. Et puis, je ne l'ai pas dit, on peut télécharger toutes ces données dans des fichiers Excel s'il y a besoin de faire des modifications additionnelles avant de partager les données. Alors, dernière chose, qu'est-ce qui se passe en termes d'interopérabilité avec un logiciel de gestion logistique qui est utilisé dans les entrepôts régionaux? Donc, comme je le disais, c'est un logiciel Appisoft Appinecos qui est installé localement donc, dans chaque entrepôt régional, centrale de distribution régionale. Et on nous a demandé, notre objectif actuel, c'est de remplacer la saisie manuelle des données qui est faite dans le DHIS2, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, les centrales de distribution extraient leur inventaire et puis font la saisie manuellement dans DHIS2. Au lieu de ça, ils préféraient pouvoir charger directement ces données agrégées, on va dire, dans DHIS2, de sorte que dans DHIS2, on ait vraiment toutes les données de stock aux différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Et donc, nous, on est en train de regarder avec eux comment on peut automatiser ce chargement de données agrégées des centrales de distribution qui seraient exportées directement de leur logiciel pour limiter la saisie automatique et les erreurs. Alors, il y a tout un tas de défis. Hein, comme c'est un logiciel qui est installé localement, il y a différentes versions du logiciel dans différentes centrales régionales. Donc, c'est assez difficile d'avoir un format standard d'export. Et puis, ce n'est pas accessible via le web. Donc, c'est des fichiers Excel qui nécessiteraient d'être extraits, on va dire, par le staff localement et puis d'être partagés, par exemple, par mail. Donc, ce n'est pas évident. On préférerait largement avoir une plateforme qui est unique, on va dire, pour toutes les centrales de distribution régionale et accessible sur le web. Dans le futur, ce qui est tout à fait aussi envisageable, c'est que ces entrepôts régionaux puissent, enfin ces logiciels dans les entrepôts régionaux puissent importer les données qui sont collectées dans DHIS2 comme des besoins ou comme des commandes et qui leur permettent de générer leur plan d'approvisionnement plus automatiquement que ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai fini avec le cas concret pour montrer un peu comment est-ce que DHIS2 pouvait servir à la gestion logistique. Maintenant, on va juste prendre 5 à 10 minutes pour s'intéresser et prendre un peu d'altitude, on va dire, et s'intéresser à la vision générale pour DHIS2 dans la gestion logistique. Quelle est la meilleure approche, on va dire, d'un point de vue stratégique pour utiliser DHIS2? Et là, je m'appuie sur la vision de l'Université d'Oslo qui partage justement ce type de visuel et qui, cette équipe, comment dire, conseille d'utiliser DHIS2 uniquement pour les utilisateurs finaux des produits, c'est-à-dire à un seul niveau, soit au niveau des formations sanitaires, soit au niveau des travailleurs communautaires. Et d'avoir la possibilité de faire l'encodage des inventaires logistiques, etc., seulement à ce niveau-là, et que tout le reste de la pyramide d'approvisionnement soit géré par un outil ILMIS transactionnel. Donc là, on a de la partie SNIS qui gère l'ensemble de la pyramide, mais pour la logistique, l'Université d'Oslo conseille uniquement d'utiliser un seul niveau de collecte, celui le plus bas, c'est-à-dire là où les produits sont utilisés par les